Combien faut-il payer tes salariés? C'est une question qui est de plus en plus demandée parce que on se retrouve face à des problèmes d'inflation, soit pour nous, pour nos entreprises, mais évidemment nos salariés en sont impactés. Et on se retrouve aussi face à une pénurie du main-d'œuvre ou en tout cas à une difficulté à embaucher. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paysapreneur, j'espère qu'elle va être utile. Alors, combien en tout cas faut-il payer mes salariés, que ce soit les nouveaux salariés, ceux qui rentrent, ou que ce soit les salariés qui sont déjà chez toi? L'objectif, en fait, ça va être de conserver des employés qui soient motivés, qui se sentent bien, tout en ayant un équilibre. En conservant un équilibre, ça veut dire qu'on ne va pas trop payer nos salariés pour un travail qui est mal fait ou qui est un travail de base. Mais de la même manière, on ne va pas sous-payer nos salariés et leur demander de faire des tâches qu'ils ne devraient pas faire, en tout cas pour leur niveau ou pour leur niveau de revenu. Donc l'idée, en fait, qu'on va garder en tête tout au long de la vidéo, et qu'il est nécessaire, en fait, d'appliquer dans nos entreprises parce que si on maintient pas cet équilibre, en fait, soit les salariés s'en vont, soit les salariés nous mettent le bazar dans l'entreprise, parce qu'ils se prennent, pour l'employeur. Donc, faut maintenir toujours cet équilibre et c'est cet équilibre qui va être important pour que, tu puisses maintenir une stabilité au niveau de ta masse salariale financière, mais aussi, au niveau de l'équilibre des salariés et que tu n'aies pas un turnover qui soit trop fréquent et trop rapide. Alors quels sont les 3 moyens de rémunérer ses salariés? Le premier moyen, c'est le salaire fixe. Bon ça, c'est logique, d'accord. Le deuxième moyen, ça va être des primes ou des avantages qui sont versés d'une manière collective et le troisième moyen par lequel tu peux rémunérer tes salariés, eh bien, c'est de mettre des primes individuelles. Maintenant qu'on a posé les bases, regardons les 3 moyens plus en détail. Le premier moyen, ça va être le salaire fixe. Alors, comment est-ce qu'on a le salaire de nos employés, ou en tout cas combien il faut les payer? C'est assez simple, c'est qu'on a une grille de salaire. C'est une grille qui est dans la convention collective et dans la convention collective, on a des tâches qui sont définies. Ces tâches définissent un poste, O1, O2, O3 et cetera et c'est en face de ces postes, on a le revenu que l'on doit, entre guillemets, que l'on doit payer pour ce poste. Alors ça, c'est très bien et c'est une bonne base. Maintenant, c'est un minimum et étant donné l'inflation croissante en ce moment, il y a peu d'employés qui se satisfont de cette base et de la même manière, il y a peu de nouvelles personnes qui cherchent à être embauchées qui satisfont de cette base. Alors si c'est sur des débutants, pourquoi pas l'utiliser? Parce que ce sont des personnes qui manquent d'expérience, donc tu peux utiliser cette base et voir ce que ça donne après. Mais en tout cas, c'est vraiment un minimum. Donc ça veut dire que tu ne peux pas espérer recruter une personne qui a 5 ou 10 ans d'expérience en lui fixant un salaire sur cette base-là. C'est vraiment, si tu arrives à recruter à ce tarif-là, tu as vraiment beaucoup de chance et je pense que c'est une personne qui restera pas avec toi à moins de t'adorer, spécifiquement. Mais sinon, elle a aucune raison de rester avec toi. Donc l'idée qui va être plus importante, c'est que ton salarié doit avoir de quoi vivre correctement. Parce que d'un côté, il te fournit du travail et d'un autre côté, lui, il a besoin d'en vivre, tout comme toi. Donc il a besoin d'en vivre correctement. Si tu as un employé qui a du mal à finir ses fins de mois, tu as une personne qui est en face de toi qui a pas de motivation, pour aller en faire plus, qui regarde l'heure et qui veut partir parce que de toute façon, il a d'autres problèmes à côté et il sait très bien que c'est pas en travaillant pour toi qu'il va résoudre ses problèmes de fin de mois. Donc l'idée, c'est que vraiment tes salariés, qu'ils soient nouveaux ou qu'ils soient anciens, puissent avoir de quoi vivre correctement. Et en ce moment, on sait que c'est pas forcément quelque chose de facile pour eux. Donc, essaye de voir avec tes salariés qui sont déjà chez toi ou avec tes nouveaux salariés, comment est-ce que tu peux faire en sorte que tes salariés vivent correctement? Si tu sais qu'il y a des salariés qui sont dans ton entreprise, qui te font le travail, qui sont bons et qui ont du mal à boucler les fins de mois, dis-toi que c'est des personnes qui potentiellement ne vont pas rester chez toi parce qu'elles vont trouver un job mieux payé et que leur priorité, c'est évidemment d'être payées et de pas se soucier ou de se soucier au minimum d'ennuis financiers.
Donc, n'hésite pas à réévaluer, et je t'invite vraiment à le faire, à réévaluer avec ces employés-là, quel serait le bon salaire pour qu'ils puissent vivre correctement et regarder si ça correspond aux prestations qu'ils te fournissent, au travail qu'ils te rendent. Et si tu vois que c'est des bons salariés, que tu as envie de les garder, n'hésite pas à les augmenter, à monter j'allais dire leur tarif, mais ça c'est une autre habitude, mais à augmenter leurs revenus. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que tu dois toujours garder un équilibre entre ce que te fournit ton salarié comme travail et comme qualité de travail et aussi comme savoir-être. Ça veut dire que tu peux avoir des salariés qui travaillent très, très bien, mais qui, mettent un petit peu le bazar dans les équipes ou dans l'entreprise. Donc ça, ce sont des personnes, qui, entre guillemets, «ne méritent pas» autant que des personnes qui travaillent juste bien comme il faut, mais qui sont plutôt joviales et avec qui les autres ont envie de travailler et qui sont capables de d'amener une équipe dans la bonne humeur, en tout cas. Donc toujours bien garder à l'esprit de garder cet équilibre entre le travail fourni et le salaire, tout en gardant à l'esprit qu'un bon travail demande un bon salaire. Maintenant, si tu recrutes, comment est-ce que tu fais pour fixer le salaire de la personne qui rentre parce que tu ne la connais pas? Et bien, tout simplement, moi, ce que je te recommande, et c'est la méthode que j'ai utilisée pendant des années, pour, mes recrutements, et c'est une méthode qui fonctionne, c'est de demander à la personne de combien est-ce qu'elle a besoin pour vivre correctement. Donc en demandant à ton futur employé, à la personne que tu as en entretien d'embauche, de combien est-ce qu'elle a besoin pour vivre correctement, en fait, tu viens inverser le «jeu» entre guillemets, de la question du salaire au cours de l'entretien d'embauche. Parce que la personne a plutôt tendance à te dire, «Combien est-ce que vous allez me payer?» et toi tu inverses la chose en disant: «OK, mais vous avez besoin de combien pour vivre?» Donc ce que je te recommande, c'est avant de prendre quelqu'un en entretien d'embauche, pour un poste donné, de te fixer un montant maximal à ne pas dépasser, un petit peu comme aux enchères, tu te fixerais un montant maximal à ne pas dépasser, pour acheter un objet. Et bien, tu vas faire un petit peu la même chose pour un salarié. Ça veut dire que tu vas dire: «Quel est le montant maximal que je peux allouer à ce poste?» et si la personne, elle te demande un salaire qui est démesuré par rapport à la tâche qu'elle va réaliser et par rapport au montant que tu t'étais fixé, et bien, tout simplement, tu la recruteras pas. Maintenant, si elle te demande un montant inférieur à celui que tu t'étais fixé, au montant maximum, eh bien, tu vas pouvoir commencer à envisager son embauche. L'avantage que ça a, c'est que dans 3 mois, elle va pas te demander une augmentation ou dans 6 mois, elle va pas te demander une augmentation puisque de toute façon, tu lui as déjà donné le salaire dont elle avait besoin pour vivre correctement. Donc tu viens de rééquilibrer un petit peu le jeu et tu viens aussi de te mettre à l'abri de, éventuelles demandes d'augmentation qui arriveraient très, très vite. Donc ça va te permettre à toi, et bien, de recruter une personne qui sera au tarif dont elle a besoin, étant donné qu'elle t'ait dit le bon montant au niveau de l'entretien d'embauche, évidemment, mais ça part, l'entretien d'embauche est quand même basé sur la confiance. Donc si elle te donne le montant dont elle a besoin pour vivre et que toi, ça rentre dans ton budget et que derrière, elle te fournit le travail demandé, eh bien, tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant. Ça veut dire qu'elle, elle est motivée parce qu'elle sait qu'elle gagne sa vie comme il faut. Toi, tu as une personne sur qui tu peux compter parce que tu sais qu'elle est motivée, qu'elle va faire son boulot parce qu'elle gagne sa vie comme il faut. Donc c'est peut-être contre-intuitif parce qu'en général, on a tendance à dire à la personne: «Mais voilà, moi je vous prends à tel poste pour tel montant». Donc on n'est pas habitué à dire: «Bah, voilà, pour combien vous voulez être payé pour occuper ce poste?» Mais en même temps, ça vient rééquilibrer le jeu aussi et ça vient mettre en face de toi, est-ce que tu es prêt à payer ce montant pour cette personne-là? Oui ou non? C'est aussi un moyen différent de voir les choses et c'est un moyen, en tout cas, qui a toujours fonctionné pour moi à partir du moment où je l'ai appliqué. C'est pour ça que je me permets de te le recommander, parce que c'est quelque chose qui surprend les candidats, mais aussi dans le bon sens. Voilà, ça les surprend, mais dans le bon sens. Donc au cours de l'entretien d'embauche, vraiment demande quel est le salaire espéré par la personne, de combien est-ce qu'elle a besoin pour vivre, parce que tu demandes combien vous voulez gagner. Ça sent la question piège, de combien vous avez besoin pour vivre, c'est quand même différent. Donc, le deuxième moyen que tu as maintenant pour rémunérer tes salariés, c'est de donner des primes ou des avantages qui soient collectifs. Alors que ça veut dire? Ça veut dire que si tu mets une prime ou tu donnes un avantage collectif, en fait, tous tes salariés reçoivent la même prime
Et souvent, ce sont des primes qui sont basées sur les résultats de l'entreprise. Donc, c'est une bonne méthode, mais il faut faire très, très attention parce que ces primes ont tendance à être perçues comme un acquis de la part des salariés. Et en plus, elles sont entendues, souvent d'une année sur l'autre. Ça veut dire que si tu as l'habitude de dire, à tes salariés que en fin d'année ou de donner une prime de fin d'année, à tout le monde, eh bien, ils s'attendent chaque année à ce que cette prime soit reconduite et c'est bien, c'est compréhensible. D'un point de vue humain, c'est compréhensible. Mais pour toi, ça veut dire que l'année où tu mets pas de prime, parce qu'il y a eu, X problème ou que financièrement tu peux pas la mettre. En fait, tu te retrouves avec une difficulté, c'est que tes salariés ont une frustration et se disent qu'en fait, il y a une partie de leur salaire qui leur a été volée, quoi. Entre guillemets, évidemment, c'est pas le cas parce que toi, tu sais très bien derrière que c'est pas du tout le cas. Mais ça veut dire que eux, ils se sentent, lésés et des employés qui se sentent lésés ou frustrés, c'est très dangereux parce que, c'est des personnes qui ont tendance à aller regarder ailleurs s'ils peuvent pas trouver un meilleur emploi. Donc il faut faire très attention parce que là où tu voudrais faire bien en mettant une prime collective, eh bien, en fait, sur du long terme, tu risques, de te mettre un petit peu en danger et le deuxième effet un peu pervers de ce genre de prime, c'est que dans une entreprise où il y a plusieurs personnes qui travaillent avec toi, heu il y a toujours une partie du personnel qui a tendance à tirer un petit peu au flanc. Et donc du coup, ces personnes-là, elles sont pas plus engagées que ça pour aller de l'avant, quoi. Ça veut dire que tu vas avoir des personnes qui vont être super motivées en se disant: «Je vais aller chercher ma prime à la fin de l'année, du coup ça me motive, j'ai envie d'y aller». Ou quand tu mets une prime pour, u une équipe, un résultat collectif, ça veut dire que tu peux mettre une prime en disant: «Mettons, si on arrive à tel chiffre d'affaires à la fin de l'année, je vous mets une prime». Et donc tu vas avoir des personnes qui vont être super motivées pour aller chercher ce chiffre d'affaires-là et tu vas avoir des personnes qui vont compter sur l'effet des autres pour aller chercher ce chiffre d'affaires-là, qui se disent: «De toute façon, c'est pas de l'argent dont j'ai besoin, donc s'ils rentrent, c'est bien, s'ils rentrent pas, c'est pas très grave». Donc du coup, voilà, tranquille quoi. On verra ce qui se passe et ça risque de créer des conflits et en plus, c'est totalement injuste parce que d'un côté, tu as des personnes qui se démènent et d'un autre côté, tu as des personnes qui font rien. Donc tu peux pas donner le même montant de prime à des personnes qui font rien et à des personnes qui se décarcassent pour toi. C'est un peu l'effet pervers de ce genre de primes. Après, c'est des primes qui sont relativement adaptées plutôt à des entreprises d'une taille conséquente. Ça veut dire quand tu commences à y avoir quelques, voire même beaucoup de salariés, c'est des primes qu'on retrouve régulièrement dans les grands groupes, dans les grosses entreprises, mais qui sont pas forcément super adaptées à des TPE ou à des PME. Donc ça, c'était la deuxième prime, donc la prime ou les avantages collectifs. Alors tu as bien compris que c'est pas ma favorite, effectivement. Ce que j'aime beaucoup par contre, c'est la troisième, ce sont les primes individuelles. Ça c'est, très bien parce que ce sont des primes qui sont versées spécifiquement à une personne. Donc elles sont basées, sur les résultats de l'employé. Ce qui veut dire que si elles sont basées sur les résultats de l'employé et si tu veux verser ce type de prime pour récompenser l'effort qui est donné ou parce que, tu avais, un gros chantier à faire et puis ce chantier, bah, voilà, il est super, il a bien rapporté, la personne a bien travaillé sur ce chantier-là, heu et tu as envie de la récompenser pour ça. Ce qui veut dire que quand tu verses ce type de prime, comme elles sont basées sur le résultat des employés, il faut que tu puisses justifier de cette prime. Ça veut dire que tu peux pas donner à un salarié au feeling. Tu peux pas lui dire: «Oh, ce mois-ci, tu as super bien bossé, tiens, je te donne 200 € ou je te donne 300 €». Tu peux pas parce que le salarié, sur le coup, il va être OK, mais si dans un mois ou dans 2 mois, il bosse de la même manière et que tu ne lui donnes rien, c'est frustrant pour lui. Alors ce qu'il faut faire pour pouvoir verser ce type de prime, c'est faut pouvoir les évaluer, les justifier. Donc, soit au début du mois, tu fixes un objectif, ou au début de la semaine, tu fixes un objectif, et lorsque la personne atteint cet objectif, elle a sa prime. Donc déjà, si tu fixes un objectif en disant: «Beh, si tu arrives à ça, tu auras ça», eh bien, elle sait que si elle y arrive, elle l'a. Donc si elle n'y arrive pas, c'est facile de justifier pourquoi elle l'a pas. De même, si le mois d'après, tu fixes le même objectif et qu'elle n'y arrive pas, elle sait très bien pourquoi elle n'a pas sa prime ce mois-là. Donc la prime, individuelle,
elle est vraiment très, très bien parce qu'elle te permet de motiver. Donc ça veut dire que tu dois fixer des objectifs à tes salariés pour leur fixer des primes individuelles. Tu dois les évaluer sur ces objectifs et tu dois avoir fixé un barème d'évaluation. Ça veut dire que un employé, par exemple, tu peux lui mettre une prime si tu sais que c'est, par exemple, une personne qui casse beaucoup de matériel, tu peux lui mettre une prime si au bout de 6 mois, par exemple, il y a pas eu de casse ou si au bout de 6 mois, il y a eu, tel volume de casse. Donc si, par exemple, c'est quelqu'un qui te casse pour 500 € tous les 6 mois, et bien, tu lui dis: «Écoute, voilà, si tu me fais dépenser moins de 100 € en casse au bout des 6 prochains mois, je te verse une prime de 200 €». Bon ça, par exemple, c'est le genre de prime qui se fait tout à fait et c'est le genre de prime, pour laquelle tu seras gagnant de toute façon. Donc il vaut mieux payer ton employé, 100 € de casse, 200 € avec les charges, ça va faire 300 plus 100, ça fait 400, plutôt que d'avoir à payer 500 € de matériel cassé. Sans parler de tout ce qu'il y a autour du matériel cassé. Mais ça peut être, une source de motivation et en tout cas, c'est une prime qui va être établie en fonction d'un barème pour pouvoir justifier du versement de cette prime. Alors elles sont très bien parce que on vient de le dire, elles permettent de motiver le salarié et surtout elles permettent d'atteindre des objectifs aussi collectifs pour l'entreprise. Ça veut dire que si chaque salarié a un objectif à atteindre, eh bien, au bout d'un moment, un objectif, plus un objectif, plus un objectif, c'est toute l'entreprise qui va de l'avant. Donc c'est excellent parce que ça vient aller de l'avant pour toute l'entreprise. Alors par contre, il y a un effet un peu pervers, c'est que quand il y a une équipe, hem, tu peux avoir des personnes qui, pour atteindre l'objectif, vont aller empêcher d'autres personnes qui travaillent pour toi ou qui vont en fait les écraser ou qui vont rentrer en conflit en fait pour obtenir elles leur objectif et leur prime. Donc il faut vraiment faire attention avec ce type de prime, s'il y a une équipe, que, les uns ne rentrent pas en conflit par rapport aux autres pour aller chercher la prime. Voilà, c'est un point à surveiller quand tu mets ce type de prime ensemble. Donc si on devait faire un résumé, heu on est d'accord que le salaire, c'est pas la seule source de motivation d'un employé. Maintenant, on est aussi d'accord qu'un employé qui serait sous-payé n'est carrément pas motivé. Donc ça veut dire que, le revenu permet de conserver ses employés, le revenu permet de faire vivre ses employés correctement et ton rôle aujourd'hui en tant que chef d'entreprise, quand tu embauches une personne, c'est que cette personne, elle vive de son travail et que toi, tu lui fournisses le travail pour qu'elle, elle puisse en vivre. Donc il est nécessaire que tes employés aient un niveau de revenu qui leur permette de vivre correctement. Donc ça va te permettre d'éviter le turnover. Ça, c'est super important parce que le turnover, ça coûte très cher en temps, ça coûte très cher en argent et quand les salariés, sont sur le départ, on sent que le rendement est plus faible et que la motivation, elle est aussi plus faible. Donc éviter le turnover, c'est quelque chose de primordial. En tout cas, le limiter parce que tu auras toujours des salariés qui rentrent et qui sortent. Maintenant, il y a une différence entre des salariés qui rentrent et qui sortent tous les 5 ans et des salariés qui rentrent et qui sortent tous les 6 mois. Et ensuite, ça va te permettre de recruter aussi plus facilement parce que, tu auras un revenu qui est plus attractif et tu pourras peut-être débaucher, un employé qui vaut le coup sur une entreprise qui paye pas à sa juste valeur et donc du coup, toi, tu vas pouvoir capter ces personnes-là. Il faut aussi savoir que, bien rémunérés, nous, en tant qu'entrepreneurs du paysage, on est aussi en concurrence et on a nos salariés qui sont qui peuvent faire plusieurs métiers dans plusieurs corps de métiers différents, notamment dans le BTP, dans les travaux de maçonnerie et cetera, mais en gros, plus gros, c'est dans le BTP. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le BTP, ils ont dans l'ensemble de meilleures marges que nous, donc du coup, ils rémunèrent mieux leurs salariés. En tout cas, ils rémunèrent mieux leurs salariés, c'est un fait. Donc ça veut dire que tu peux, te retrouver en concurrence avec une entreprise de BTP qui va mieux rémunérer ses salariés. Donc, tu as ce risque que, les personnes qui soient, chez toi ou qui auraient envie d'être candidats pour venir travailler chez toi, soient plus attirées par une entreprise du BTP, qui en plus souvent sont des grosses entreprises, en tout cas mieux structurées et donc du coup qui, elles, mettent des primes, collectives et cetera. Donc fais bien, bien attention à ce que tes salariés aient un bon niveau de revenu qui leur permette d'en vivre correctement et que tes nouveaux salariés soient également rémunérés au niveau qu'ils méritent.
J'espère que cette vidéo t'a été utile, que ça t'a éclairé sur combien est-ce qu'il faut payer tes employés, tes salariés. Je te souhaite une très très belle continuation. Si tu as la moindre question, je suis disponible dans les commentaires sous la vidéo ou tu sais très bien pour me retrouver, tu peux me retrouver et me poser toutes tes questions sur Instagram, soit sur @joelarquier, soit sur @paysappreneur. Je te remercie encore pour ta fidélité et je te dis à très très bientôt.